Le moment qui bouleverse votre vie ne vient pas toujours avec un avertissement. Parfois, il arrive tout droit dans l'allée centrale. Je m'appelle Jacqueline. J'ai 29 years et, en tant que directrice des opérations. J'ai passé toutes mes années de vingtaine à bâtir l'empire de concession de yachts de luxe de ma famille à Miami pour finalement être trahi sans pitié. Le quatuor à cordes jouait magnifiquement lorsque la musique s'est soudainement arrêtée. Mes parents et mon jeune frère ont dépassé les sièges VIP et se sont précipités droit vers l'hôtel. Parce qu'ils étaient de la famille. Les agents de sécurité ont hésité juste assez longtemps pour que le cauchemar se déroule. Mon père n'a pas hésité. Il a levé la main et m'a infligé une gifle cuisante sur la joue. Toute l'assemblée a poussé un cri d'horreur. Ma mère s'est mise à sangloter bruyamment, pointant un doigt tremblant vers mon futur mari. Ils ont dit que mon fiancé était une erreur et que je détruisais l'honneur de la famille. Ma mère a pleuré et a exigé que je quitte l'hôtel immédiatement. Mon père s'est approché, sa voix se transformant en un sifflement venimeux. Annule ces fiançailles et signe les papiers ou nous allons tout détruire pour toi. Tu as le choix. Mon fiancé a tenté de s'avancer pour me protéger, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas reculé. La brûlure sur ma joue n'a fait que confirmer que mes préparatifs étaient absolument nécessaires. J'ai calmement tendu la main et sorti mon téléphone. Vous devriez peut-être regarder ceci d'abord, ai-je dit doucement. J'ai levé l'écran. D'abord, une vidéo de mon frère ivre-mort. Riant de manière maniaco-dépressive alors qu'il écrasait un yacht de 3 millions de dollars. Directement dans un récif corallien protégé. Ensuite, un email officiel de notre assureur avec un texte rouge vif. Réclamation refusée en raison d'une utilisation en état d'ivresse. Enfin, un avis officiel d'une enquête fédérale de la division des crimes financiers du FBI. 5 secondes plus tard, la couleur avait complètement quitté leur visage. Ils étaient pâles, tremblants et totalement sans voix. Avez-vous déjà réalisé que les personnes qui exigent votre loyauté absolue sont celles qui essaient activement de vous détruire? Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez déjà dû vous protéger de la manipulation toxique de votre propre famille. Vous ne croirez pas comment j'ai orchestré leur chute absolue. Et croyez-moi, les agents fédéraux qui attendaient sur le parking n'étaient que le début. Comprendre pourquoi tout a dégénéré jusqu'à ce moment désastreux sur la plage nécessite de remonter au sommet absolu de notre entreprise avant que la pourriture ne s'installe. La marina de Miami était mon sanctuaire. Je vivais pratiquement au milieu des imposantes coques en fibre de verre et de l'odeur de l'eau salée mélangée au diesel de première qualité. En tant que directrice des opérations, je gérais tous les cauchemars logistiques. Du dédouanement des navires italiens importés à l'apaisement des colères de milliardaires exigeants. C'est moi qui générais les revenus records qui faisaient flotter notre style de vie luxueux. Pourtant, sur le papier, mon père Vincent détenait 100% de la propriété. Il passait ses après-midi à jouer au golf dans des country clubs exclusifs. Parfaitement content de me laisser saigner pour son empire pendant qu'il récoltait les profits et les éloges. L'équilibre opérationnel délicat s'est brisé au moment où mon jeune frère 3 a reçu le titre de vice-président des finances. Il ne possédait aucun diplôme en finance. Aucune expérience maritime et absolument aucune éthique de travail. Sa seule qualification était son genre et son statut d'enfant chéri. Presque immédiatement. L'inventaire immaculé de la concession est devenu son terrain de jeu personnel. Au lieu de gérer les grands livres ou d'analyser le marché, 3 a commencé à réquisitionner les yachts de luxe de nos clients pour des fêtes non autorisées sur l'eau. Pire encore. J'ai commencé à remarquer des divergences massives dans les registres de carburant de notre marina. Il siphonnait le diesel maritime de première qualité et le revendant illicitement à des bateaux de charter indépendants pour financer son style de vie extravagant. Laissant nos propres navires haute performance tourner avec des réserves contaminées ou insuffisantes. Il n'a pas fallu longtemps pour que les retombées atteignent mon bureau. Des clients d'élite ont commencé à appeler le bureau furieux, se plaignant de calages de moteurs soudains en haute mer, de mystérieuses rayures sur la coque et de cabines empestant l'alcool éventé.
Notre réputation, la fondation même que j'avais patiemment construite au fil des ans. Prenez-le rapidement. J'avais besoin de preuves scientifiques indéniables de ce qui arrivait à notre inventaire avant de confronter Vincent, qui a toujours fermé les yeux sur le comportement imprudent de son fils. J'ai contourné nos mécaniciens internes et engagé un expert indépendant. C'est alors que Bradley est entré dans la concession. C'était un expert maritime hautement respecté et un ancien enquêteur de la garde côtière des États-Unis. Contrairement au béni oui-oui que mon père gardait sur sa liste de paix. Bradley possédait un esprit analytique d'une acuité tranchante et une tolérance zéro absolue pour l'incompétence maritime. Il a passé 3 jours éreintants sur les quais à démonter les blocs moteurs des navires endommagés, à analyser des échantillons de carburant et à examiner les données du GPS de bord et du suivi par satellite. Il a recoupé les heures de moteur avec les dossiers officiels. Son rapport technique final était un chef-d'œuvre de preuves médico-légales indéniables. Il détaillait méticuleusement comment les pannes de moteur étaient directement causées par le carburant de mauvaise qualité que Troy avait substitué. Et il cartographiait les coordonnées exactes des promenades nocturnes non autorisées. J'ai placé le rapport complet de Bradley directement sur le bureau en acajou de Vincent, m'attendant pleinement à un réprimande sévère pour Troy. Au lieu de cela, j'ai assisté à une masterclass de délusion familiale. Ma mère, Evelyne, qui s'était arrêtée à la suite exécutive pour son allocation hebdomadaire, a arraché le dossier et l'a jeté à travers la pièce. Elle n'a même pas pris la peine de lire les données techniques. Au lieu de cela, elle a dirigé tout son venin vers Bradley, qui se tenait tranquillement près de la porte. Elle a lancé des insultes à son encontre, le qualifiant de simple mécanicien de bas étage et d'ouvrier amer essayant de piéger son héritier. Parfait. Vincent a surenchéri, tournant en dérision le passé de Bradley dans la garde côtière comme n'étant rien de plus qu'un travail de policier glorifié, insistant sur le fait qu'un simple contractuel n'avait aucun droit de remettre en question l'intégrité du vice-président des finances. Ils ont exigé que je licencie l'expert immédiatement et que j'utilise les fonds opérationnels pour réparer discrètement les yachts endommagés. Debout dans ce bureau opulent, regardant mes parents attaquer vicieusement un professionnel hautement décoré pour avoir simplement dit la vérité objective, le bandeau est enfin tombé de mes yeux. J'ai vu la toxicité profondément enracinée de ma propre lignée avec une clarté absolue. Ils étaient prêts à mener la concession à la faillite, à commettre une fraude fédérale et à détruire ma réputation juste pour protéger l'ego fragile de 3. Bradley n'a pas bronché sous leur assaut verbal incessant. Il s'est simplement contenté de me regarder, m'offrant un hochement de tête calme et régulier en signe de solidarité. Dans une famille bâtie entièrement sur des mensonges, la manipulation et la gloire volée, son intégrité inébranlable est devenue le seul sol solide sur lequel il me restait à me tenir. La limite absolue de la tolérance a été brisée par une nuit de mars où la brise de mer de Miami portait le lourd sel d'un désastre imminent. Notre concession abritait un navire personnalisé immaculé d'une valeur de 3 millions de dollars. Solidement amarré et attendant sa livraison finale à un PDG de la technologie internationale. Sans consigner le moindre protocole de départ. Troy a décidé que c'était l'endroit idéal pour une rave océanique improvisée et non réglementée. Il a réquisitionné le navire bien après que les dockers soient rentrés chez eux. Il ne possédait absolument aucune accréditation maritime, aucun permis de capitaine de maître, aucune certification de sécurité et aucune autorité légale pour emmener une douzaine de passagers civils intoxiqués en haute mer aggravant cette négligence catastrophique. Il a pris la barre alors qu'il était fortement sous l'influence de l'alcool. Naviguer dans les canaux peu profonds et dangereux au sud de la ville exige une précision absolue. Quelque chose qu'un amateur ivre et non certifié ne possède pas du tout. Juste après minuit, la coque massive en fibre de verre est entrée en collision violente avec un récif corallien, écologiquement sensible et hautement protégé, strictement dans les limites du parc national de Biscayne, causant des destructions environnementales irréversibles. L'appel téléphonique frénétique m'a réveillé à 3 heures du matin.
Mais avant que je ne puisse même dépêcher une équipe de sauvetage d'urgence. Le propriétaire de l'entreprise avait déjà pris le contrôle total du récit. Vincent n'a pas contacté les autorités. Il n'a pas averti la commission de conservation du poisson et de la faune de Floride ni signalé l'échouage aux patrouilles maritimes. Ce qui est légalement obligatoire en vertu du droit maritime étatique et fédéral. Au lieu de cela, il a utilisé un réseau d'opérateurs de sauvetage clandestins et louches spécialisés dans le remorquage discret hors des registres. Ils ont réussi à extirper le yacht gravement endommagé du sanctuaire protégé et à le ramener vers une cale privée et isolée, loin de nos principaux docks commerciaux, avant même que le soleil ne se lève. Au moment où je suis arrivé à la marina, une bâche massive recouvrait la poupe mutilée, cachant la gigantesque entaille aux yeux du public. Et mon père orchestrait déjà une dissimulation profondément illégale. Il a agressivement commandé au personnel de quai restant de nettoyer les ponts des bouteilles d'alcool vide et des débris de fête. Debout dans son bureau sombre, il a exposé une stratégie calculée de manière glaçante pour éviter la responsabilité de plusieurs millions de dollars. Il avait l'intention de fabriquer un journal de bord de maintenance complet citant explicitement une panne mécanique soudaine de la direction comme seule cause de l'échouage. Son objectif était clair. Déposer une fausse réclamation massive auprès de notre assureur d'entreprise pour couvrir à la fois la perte totale du navire du client et les amendes environnementales imminentes du service des parcs nationaux s'il découvrait les dommages causés au récif. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a ordonné, en tant que directrice des opérations, de modifier numériquement les registres de maintenance et de signer mon nom en tant que fonctionnaire autorisant, validant le faux défaut mécanique. Il a exigé que je forge des documents qui protégeraient effectivement son fils imprudent d'une peine de prison obligatoire pour conduite en état d'ivresse et mise en danger de la foule, transférant toute la responsabilité juridique sur mon département opérationnel. Une vague suffocante de panique m'a envahi. Je me suis retiré dans mon bureau, en verrouillant la porte, les mains tremblantes alors que je fixais les formulaires numériques vierges sur mon écran. Le poids de la situation était écrasant. Si je refusais, la concession ferait face à une faillite immédiate et toute ma famille ferait face à la ruine financière. Mais si je me pliais à ces exigences, je franchirais un point de non-retour. J'ai immédiatement convoqué la seule personne en qui j'avais confiance. Bradley est arrivé en 20 minutes. Inspectant tranquillement le navire dissimulé et effectuant des analyses de diagnostic avant d'entrer dans mon bureau. Son évaluation a été brutale et entièrement dépourvue d'enrobage émotionnel. Il a méticuleusement expliqué que les systèmes de navigation des yachts modernes possèdent des boîtes noires qui enregistrent en continu chaque mouvement de manette, angle de gouvernail et coordonnées GPS. L'ancien enquêteur maritime a souligné les statuts exacts auxquels nous faisions face. Falsifier les registres de maintenance numérique et les transmettre à la compagnie d'assurance. Constituer une fraude électronique criminelle. Mentir sur la cause d'une épave dans un sanctuaire marin fédéral violait des lois strictes de protection de l'environnement fédéral. Il ne vous demande pas seulement de couvrir une promenade en bateau, a-t-il déclaré, sa voix servant d'encre basse et régulière dans mon chaos en spirale. Ils exigent que vous deveniez le principal complice d'une fraude à l'assurance fédérale. Lorsque les enquêteurs examineront la télémétrie satellitaire, et ils le feront, le mensonge de la panne mécanique s'effondrera instantanément. La personne dont la signature figure sur ces registres modifiés ira dans une prison fédérale. Pas lui. La terrible vérité s'est installée dans mes os, me glaciant le sang. La féroce loyauté que j'avais toujours nourrie pour m'aligner a mené une guerre violente contre ma propre autoconservation, fracturant à jamais l'illusion de la famille. L'odeur familière de fumée de cigare importée dans le bureau de mon père n'avait jamais été aussi suffocante et nauséabonde. La climatisation fonctionnait à plein régime. Mais la pièce ressemblait à une cabine pressurisée quelques instants avant une rupture catastrophique. La compagnie d'assurance de l'entreprise a rejeté notre rapport d'incident initial. Au lieu de cela,
Ils ont signalé la réclamation de plusieurs millions de dollars pour de graves irrégularités et ont dépêché un expert en sinistre médico-légal indépendant pour examiner de près la coque épave. Les murs se refermaient rapidement sur la concession. Et le désespoir dans la suite exécutive était palpable. Lorsque j'ai été convoqué à l'étage supérieur, il n'y a eu aucune salutation coutumière. Aucune offre de café et absolument aucun faux-semblant de chaleur familiale. Vincent et Evelyne étaient déjà assis derrière le bureau massif en acajou. Leurs expressions arrangées en masques identiques de détermination sombre. Vincent n'a pas parlé lorsque je me suis assise. Il a simplement fait glisser un document juridiquement contraignant et épais à travers la surface en bois poli. Je l'ai pris, mes yeux parcourant les paragraphes denses de jargon juridique. C'était une déclaration sous serment de responsabilité. Le texte était méticuleusement rédigé pour déclarer explicitement que moi, agissant en ma qualité de directrice des opérations, avait délibérément contourné les protocoles de maintenance obligatoires du moteur. De plus, il contenait un journal d'autorisation fabriqué prétendant que j'avais personnellement signé le départ nocturne du navire, pleinement consciente de ses prétendus défauts mécaniques. Ce n'était pas seulement un formulaire de mesures disciplinaires internes à l'entreprise. C'était une déclaration juridique sous serment conçue pour être remise directement aux enquêteurs fédéraux. En le signant, je confesserais légalement une négligence criminelle grave et un parjure, m'offrant effectivement aux procureurs fédéraux pour absoudre complètement 3 de ces actes téméraires. Avant même que je ne puisse articuler mon horreur, ma mère a commencé sa performance. Evelyne s'est penchée en avant, des larmes perlant dans ses yeux parfaitement maquillés, tendant la main pour saisir la mienne avec un désespoir calculé de manière glaçante. Elle a déchaîné un torrent de manipulation émotionnelle, instrumentalisant chaque dollar qu'ils avaient jamais dépensé pour mon éducation. Elle m'a rappelé ma coûteuse scolarité, les vêtements sur mon dos et le style de vie privilégié dont j'avais profité, transformant ses obligations parentales en une dette insurmontable. Nous t'avons élevé et tu dois cela à cette famille, a-t-elle sangloté, sa voix tremblante d'un deuil fabriqué. 3 est l'héritier. Il porte le nom de famille. Il ne peut pas survivre à un casier judiciaire fédéral. Mais tu es assez forte pour traverser cela. Tu dois porter ce fardeau pour protéger ton frère. Elle me demandait littéralement d'entrer dans une cellule de prison pour que son enfant chéri puisse continuer sa vie sans conséquence. J'ai lentement retiré ma main de son emprise, la pure audace de sa demande me glaçant le sang dans les veines. En regardant directement les 2 personnes qui m'ont mis au monde, j'ai prononcé un seul refus inébranlable. L'air dans la pièce s'est instantanément embrasé. Vincent a frappé de ses poings sur le bureau, son visage se contorsionnant en un masque de rage pure et non adultérée. La façade du patriarche s'est effondrée, révélant le tyran impitoyable en dessous. Il s'est penché sur l'acajou, criant que j'étais une traîtresse ingrate et déloyale envers mon propre sang. Il a menacé de licencier immédiatement mon emploi, de me retirer mes parts minoritaires dans la concession et de me blackbouler de façon permanente de toute l'industrie maritime de la Floride. Mais il ne s'est pas arrêté à la ruine professionnelle. Sa voix est tombée à un grondement menaçant alors qu'il promettait de louer des gens pour détruire systématiquement mes fiançailles à venir avec Bradley, jurant d'humilier mon fiancé et de transformer le jour le plus important de ma vie en un spectacle public de disgrâce. L'assaut de menaces a résonné sur les murs lambrissés de bois, mais au lieu de provoquer la panique, ces mots ont forgé une clarté glacée et profonde dans mon esprit. Chaque once de dévotion familiale, chaque brin de devoir filial que j'avais porté pendant près de 3 décennies s'est évaporé en un instant. J'ai regardé l'homme qui menaçait de ruiner mon mariage et la femme qui voulait sacrifier ma liberté pour un fil sans valeur. Je n'ai pas argumenté et je n'ai pas versé une seule larme. Je me suis simplement levé, laissant l'attestation non signée reposer sur le sous-main en cuir, alors que je tournais le dos et sortais de la suite exécutive. La lourde porte en chêne se refermant derrière moi avec un clic, mon cœur était entièrement froid.
J'ai enfin compris que je n'avais jamais été une fille aimée. J'étais simplement un pion jetable attendant d'être sacrifié. Les empires ne sont pas abattus par des cris. Ils sont démantelés dans un silence absolu. En sortant de ce bureau lambrissé d'acajou, je n'ai pas piqué de colère. Et je n'ai pas non plus immédiatement emballé mon bureau. Au lieu de cela, je suis allé directement dans un bâtiment en verre sans prétention au centre-ville de Miami pour rencontrer Carmen. Une avocate financière légale impitoyable que Bradley m'avait chaudement recommandée. Carmen était spécialisée dans le détournement de fonds d'entreprises complexes et les lois fédérales. Sur les lanceurs d'alerte. Possédant une réputation féroce pour le démantèlement de cadres corrompus avec une précision chirurgicale. Assise dans sa salle de conférence stérile. J'ai exposé toute l'anatomie de l'entreprise frauduleuse de mon père. J'ai officiellement retenu ses services. Traçant une ligne juridique ferme entre ma responsabilité personnelle et la faillite imminente de la concession. À partir de cet après-midi-là, j'ai adopté le rôle d'actrice le plus difficile de ma vie. Pendant la demi-année suivante, j'ai joué le rôle de la fille obéissante et vaincue. J'ai continué à finaliser les arrangements floraux et les menus de traiteur pour la cérémonie à venir sur la plage. Permettant à Evelyne de micro-gérer la liste des invités comme si notre relation était parfaitement normale. À la marina, j'ai gardé la tête baissée. Offrant des réponses vagues et sans engagement chaque fois que le sujet de la déclaration sous serment signé surgissait, m'achetant un temps précieux. Sous cette façade complaisante, j'étais en train de dépouiller systématiquement l'entreprise de ses secrets les plus sombres. En tant que directrice des opérations, je possédais une habilitation administrative de premier ordre à nos serveurs principaux. Bien après que le personnel de vente et les mécaniciens soient rentrés chez eux, je restais assise dans la lueur froide de mes écrans, contournant le logiciel de comptabilité superficielle pour localiser les registres secondaires cachés. Chaque fois qu'un gardien de nuit passait devant la porte de mon bureau lors de ses extractions de données de fin de soirée, mon cœur battait violemment contre mes côtes. Mais je forçais mes mains à rester stables sur le clavier. Mon père avait arrogamment supposé que je ne regarderais jamais au-delà du budget opérationnel autorisé. J'ai découvert un système de comptabilité occulte étendu détaillant des années de transactions en espèces non déclarées, de vente de carburant illicite et d'une caisse noire massive spécifiquement conçue pour masquer l'hémorragie financière de 3 vis-à-vis de l'IRS. J'ai téléchargé méticuleusement des gigaoctets de données brutes sur des disques externes chiffrés, associant les chiffres frauduleux aux rapports d'entretien de moteurs originaux et non altérés qui prouvaient définitivement que le navire naufragé était en parfait état de marche avant l'accident. Pendant que je sécurisais discrètement la piste de papier financier, Bradley traquait la preuve visuelle indéniable. L'équipe de sauvetage clandestine de mon père avait physiquement détruit les caméras de surveillance à bord et effacé les disques durs locaux du yacht, convaincus qu'ils avaient détruit toute preuve de la promenade en état d'ivresse. Cependant, il manquait d'une compréhension fondamentale de la technologie maritime moderne et des liaisons montantes par satellite. S'appuyant sur ses anciennes qualifications d'enquêteur de la garde côtière, Bradley savait que les navires de luxe haut de gamme transmettent en continu des données de télémétrie chiffrée et de surveillance à un serveur cloud du fabricant hors site pour les diagnostics de garantie. Grâce à une série de demandes techniques spécialisées et de connexions dans l'industrie, il a réussi à accéder à l'archive numérique cachée. Il a réussi à récupérer un fichier vidéo haute définition d'une clarté cristalline. Il y figurait bien en vue 3, visiblement intoxiqué, articulant mal ses mots et tenant une bouteille de liqueur de premier choix, riant de manière imprudente tout en tenant la barre juste quelques instants avant l'impact catastrophique avec le récif corallien protégé. La comptabilité médico-légale et la preuve vidéo sécurisée. Nous sommes retournés au cabinet d'avocats du centre-ville pour armer le piège final. Carmen n'a pas seulement posté une plainte polie. Elle a orchestré une frappe juridique multi-agence dévastatrice. Elle a méticuleusement compilé les disques chiffrés,
La vidéo du cloud et mes journaux opérationnels détaillés dans un dossier fédéral massif et indexé. La paperasse était reliée, scellée et juridiquement à l'épreuve des balles. D'abord, elle a déposé une réclamation officielle de lanceur d'alerte auprès de la division des enquêtes criminelles de l'IRS, Internal Revenue Service, exposant les millions de caisses noires non imposées. Simultanément, elle a soumis les documents d'assurance fabriqués et les véritables rapports de maintenance directement à la division des crimes financiers du FBI, décrivant un cas clair de fraude électronique criminelle et de complot criminel. Parce que Carmen agissait en tant que mandataire juridique, l'ensemble du processus de soumission est resté strictement confidentiel, me protégeant de toute représailles corporatives internes. Les engrenages massifs du système de justice fédérale des États-Unis ont commencé à tourner tranquillement en arrière-plan. Des agents spéciaux ont commencé à obtenir des assignations à comparaître secrètes pour les comptes bancaires de la concession, interrogeant discrètement les experts en sinistres fraudés et construisant un acte d'accusation étanche. Pendant ce temps, de retour à la marina, Vincent continuait de fumer ses cigares importés, complètement inconscient du fait que la fille même qu'il jugeait jetable venait de livrer tout son empire criminel au gouvernement fédéral. Il pensait qu'il était entièrement en contrôle, ne réalisant jamais que le filet invisible s'était déjà refermé hermétiquement autour de sa gorge. 48 heures avant le mariage. L'atmosphère à Miami était aussi tendue qu'une corde de violon sur le point de rompre. L'humidité tropicale lourde semblait inhabituellement oppressive, reflétant parfaitement la pression invisible et suffocante qui augmentait rapidement à l'intérieur des bureaux de la direction de la concession. L'expert en sinistres indépendants dépêché par la compagnie d'assurance de l'entreprise avait officiellement rejeté le récit superficiel de la panne mécanique. Les auditeurs exigeaient maintenant un accès direct et sans restriction aux données de télémétrie, chiffrer des navires épaves et questionner explicitement pourquoi la directrice des opérations n'avait pas encore signé le rapport d'incident obligatoire. Vincent, un homme habitué à acheter sa sortie des conséquences, pouvait sentir sa dissimulation construite avec soin se défaire violemment. La menace imminente d'une responsabilité multimillions de dollars le rendait incroyablement dangereux. Incapable de forcer physiquement ma signature sur les documents juridiques fabriqués dans les confins de son quartier général d'entreprise, il a changé sa stratégie, passant de l'intimidation dans la salle de conseil à une campagne implacable de guerre psychologique. Il a réalisé que le seul levier qu'il possédait encore était le week-end à venir. Le seul événement monumental de la vie que j'avais passé une année entière à planifier méticuleusement. Le harcèlement ciblé a commencé dès le moment où mon cortège nuptial s'est enregistré dans le complexe hôtelier 5 étoiles exclusif en bord de mer à South Beach. Mes parents ont impitoyablement instrumentalisé leur richesse substantielle en embauchant des paparazzis indépendants agressifs et des enquêteurs privés locaux louches pour rôder de manière menaçante près du périmètre de la propriété. Ces agents engagés ont traqué les jardins tropicaux manucurés, flashant agressivement des objectifs de caméra intrusifs sur mes invités qui arrivaient et essayant de corrompre le personnel du service voiturier pour obtenir nos attributions de chambre spécifiques. Mon téléphone portable personnel a rapidement dégénéré en un flux vibrant constant de vitriol toxique. Ma mère a laissé des messages vocaux de 10 minutes complètement déments, oscillant sauvagement entre des pleurs hystériques et manipulateurs et des malédictions vicieuses, venimeuses exigeant mon obéissance absolue. Vincent a opté pour un barrage de messages textes directs délivrant un ultimatum glacial et non négociable. Il a juré que si je ne livrais pas l'attestation de responsabilité entièrement signée avant que le quatuor à cordes ne commence à jouer, il s'assurerait personnellement que mon fiancé soit publiquement détruit. Il a menacé de s'emparer du microphone pendant la réception, de fabriquer de vils scandales sur le milieu ouvrier de Bradley et de l'humilier devant l'élite de la société de Miami, jurant de transformer le jour le plus heureux de ma vie en une disgrâce publique permanente et incontournable.
malgré mes tentatives désespérées pour maintenir une façade extérieure de calme total. Le siège psychologique incessant a pris un péage viscéral dévastateur. J'ai passé les nuits angoissantes précédant le dîner de répétition à arpenter les sols de marbre. Froid de notre suite nuptiale, me réveillant fréquemment trempé de sueur froide. L'horreur anormale pure d'être activement traqué et terrorisé par ma propre chair et mon propre sang a déclenché des crises de panique graves et paralysantes. Chaque fois qu'une ombre passait devant notre balcon en bord de mer, je me préparais involontairement à une autre confrontation violente. Pourtant, à travers l'obscurité suffocante de cette trahison familiale, Bradley est resté une forteresse protectrice inébranlable. Il n'a pas laissé les insultes incessantes ou la traque physique l'intimider une seule seconde. Il a activement intercepté les messages vocaux menaçants, confisquant temporairement mes appareils pour que je puisse réellement respirer. S'appuyant sur son passé professionnel, il s'est coordonné discrètement avec le directeur de la sécurité privée du complexe pour établir un périmètre de tolérance zéro strict autour de nos zones désignées, s'assurant que la police locale expulserait immédiatement quiconque franchissant la ligne de propriété. Il a tenu mes mains tremblantes au milieu de la nuit, me rappelant doucement que les gens à l'extérieur n'étaient pas de la famille. C'étaient simplement des criminels désespérés, terrifiés à l'idée de perdre leur empire volé. Le fil fragile et effiloché de mon endurance a tenu bon uniquement grâce à un appel téléphonique chiffré et hautement sécurisé que j'ai reçu tard jeudi soir. La voix de Carmen à l'autre bout de la ligne était nette, entièrement dépourvue d'émotion et incroyablement rassurante. La machinerie juridique massive que nous avions discrètement mise en mouvement des mois auparavant avait enfin atteint sa conclusion dévastatrice et irréversible. Elle a confirmé formellement qu'un juge fédéral avait officiellement examiné notre dossier complet de lanceur d'alerte et avait signé les mandats de perquisition et d'arrêt scellés. La division des crimes financiers du FBI et les enquêteurs criminels de l'IRS étaient pleinement mobilisés, coordonnant stratégiquement leurs frappes tactiques pour le week-end. Ma dernière tâche éreintante était simplement de tenir la ligne. Je devais supporter le refuge du harcèlement terrifiant, la demande ultime, et m'assurer que la cérémonie sur la plage se déroule exactement comme prévu. Vincent, Evelyne et Troy s'attendaient pleinement à ce que je craque sous l'immense pression psychologique et leur remettre la confession signée directement à l'hôtel. J'avais juste besoin de les laisser marcher ardemment dans le lieu, rassemblant par inadvertance toutes les cibles principales dans un seul endroit parfaitement scellé et incontournable. Le goût métallique du sang s'accumulant dans ma bouche m'a violemment ramené à la réalité présente. Debout en plein milieu de l'hôtel du mariage, la sensation de brûlure sur ma joue n'était rien comparée à la dévastation que j'infligeais aux personnes qui m'avaient donné la vie. Pendant 5 secondes angoissantes, le lieu luxueux en bord de mer a été piégé dans un silence suffocant. La brise chaude de l'océan a fait bruisser les arrangements floraux, mais personne n'a osé respirer. Les yeux de Vincent se sont fixés sur l'écran lumineux de mon téléphone, absorbant la preuve de sa damnation imminente. La vidéo de l'accident en état d'ivresse, le refus de l'assurance et l'avis d'enquête fédérale. Le patriarche arrogant et intouchable s'est complètement effondré, la couleur a quitté son visage, remplacé par un gris cendré et maladif. Mais son choc s'est rapidement transformé en une rage désespérée et féroce. Réalisant que la preuve numérique dans ma main était la clé de sa destruction, Vincent s'est jeté en avant. Il a laissé échapper un cri guttural, griffant sauvagement l'air pour arracher l'appareil de mon emprise. Il n'a même jamais dépassé le premier pas. Avant que Bradley ne puisse même me protéger, l'équipe de sécurité privée d'élite du complexe, déjà en état d'alerte en raison de nos protocoles de périmètre strict, a envahi l'hôtel. 3 gardes solidement bâtis ont plaqué mon père sur le pont en bois, épinglant ses bras derrière son dos. Il s'est débattu violemment contre les planches du sol, perdant complètement la façade de haute société polie qu'il avait passé des décennies à construire. Evelyne a immédiatement éclaté en une hystérie chaotique. Elle est tombée à genoux, hurlant et pointant sauvagement ses doigts manucurés vers le personnel de sécurité. Elle a menacé de poursuivre l'hôtel en justice,
criant qu'ils agressaient un propriétaire d'entreprise éminent. 3, debout, figé à quelques pieds de là. Ressemblait à un enfant terrifié plutôt qu'à un vice-président d'entreprise. Entièrement paralysé par l'éruption soudaine de violence physique. Puis une nouvelle voix a tranché à travers le chaos, calme. Autoritaire et amplifié par un porte-voix portable. Agents fédéraux, éloignez-vous des suspects. La mer d'invités horrifiés et chuchotants s'est instantanément écartée, créant un chemin large et dégagé le long de l'allée de sable blanc. Marchant d'un pas résolu vers l'hôtel se trouvait une équipe d'intervention hautement coordonnée. 2 agents principaux de la division des crimes financiers du FBI. Vêtus de costumes sombres malgré la chaleur tropicale. Étaient flanqués d'officiers en uniforme de la garde côtière. Le poids même de leur présence a instantanément neutralisé les cris d'Evelyn. Les riches mondains et clients fortunés de Miami qui avaient permis à mes parents de sévir pendant des années ont maintenant reculé dans une terreur absolue, essayant désespérément de se distancier du spectacle. L'agent principal du FBI est monté sur la plateforme en bois, retirant un document juridique plié de sa poche de poitrine. Il n'a pas crié. Il n'en avait pas besoin. Sa voix portait toute l'autorité écrasante du système de justice des États-Unis. Il a regardé directement mon père, qui était toujours retenu par la sécurité de l'hôtel. Vincent, vous êtes en état d'arrestation. Nous exécutons un mandat fédéral scellé pour votre détention immédiate. Les mots de l'agent étaient tranchants, précis et entièrement dépourvus de sympathie. Il a récité les charges officielles, chacune frappant comme un coup physique. Vous êtes accusé de multiples chefs d'accusation de fraude électronique criminelle, de complot en vue de commettre une fraude à l'assurance fédérale et d'entrave grave à la justice. Concernant une enquête maritime fédérale. Au son des accusations, Troy est enfin sorti de sa paralysie. Il a poussé un gémissement pathétique et a instinctivement fait un pas en arrière vers l'océan. Une tentative futile de fuir. Un officier de la garde côtière a bougé à la vitesse de l'éclair, attrapant Troy par l'épaule et le plaquant brutalement contre l'arche florale la plus proche. Le déclic métallique des menottes d'acier a résonné nettement au-dessus du bruit des vagues qui s'écrasaient. Troy s'est mis à sangloter de manière incontrôlable, suppliant notre mère de l'aide. Mais Evelyn était entièrement incapacitée. Elle s'est affaissée contre les marches de l'hôtel, fixant le vide alors que les agents fédéraux relevaient mon père et le menottaient. Je suis resté parfaitement immobile, regardant les autorités escorter les hommes qui m'avaient tourmenté le long de l'allée. Ils les ont fait passer devant des centaines d'invités silencieux vers le convoi en attente de SUV gouvernementaux noirs sur le parking. L'empire toxique était enfin tombé. Alors que les feux clignotants rouges et bleus s'estompaient au loin, Bradley a doucement enlacé mes épaules tremblantes, m'ancrant. Il a regardé dans mes yeux, son regard fixe offrant une promesse tacite de sécurité. J'ai pris une respiration profonde et tremblante, goûtant l'air frais et salé de la véritable liberté pour la toute première vie de ma vie. Je me suis tourné vers l'officiant. J'ai fait un signe de tête ferme et j'ai exigé que la cérémonie continue. Les roues de la justice américaine tournent rarement rapidement. Mais une fois qu'elles commencent à tourner, elles écrasent tout sur leur passage. Pendant la première moitié de l'année suivant cette arrestation dramatique sur la plage, un microscope fédéral méticuleux a été placé sur chaque transaction que la concession avait jamais traitée. Les comptables médico-légaux de la division des enquêtes criminelles de l'IRS, armés des registres occultes chiffrés que j'avais fournis, ont démêlé systématiquement les crimes financiers étendus de mon père. Ils ne se sont pas seulement concentrés sur la réclamation d'assurances fabriquées. Les enquêteurs ont complètement exposé le réseau massif de contrebande de carburant illicité. L'évasion fiscale délibérée et systématique qui avait financé le style de vie opulent de ma famille. Pendant des décennies, l'équipe d'avocats de la défense coûteux de Vincent a essayé désespérément de supprimer les preuves. Mais la piste papier était absolument à l'épreuve des balles. Au moment où les procès criminels se sont conclus l'année suivante, la façade arrogante de ma lignée avait été entièrement oblitérée à l'intérieur d'une salle d'audience fédérale. 3.
l'enfant chéri perpétuellement protégé a enfin fait face à une réalité que ses parents ne pouvaient pas acheter. Dépouillé de ses costumes de couturier sur mesure et de ses titres d'entreprise non mérités. Il a pleuré ouvertement alors que le juge fédéral le condamnait à une peine de plusieurs années dans un pénitencier fédéral pour fraude électronique criminelle et destruction environnementale grave. En raison de négociations de plaidoyer étendues et de sa santé physique déclinante. Mon père a réussi à éviter une cellule de prison dure, recevant une longue peine avec sursis à la place. Cependant, la véritable punition a été la destruction absolue de son héritage. Le tribunal a révoqué de façon permanente ses licences maritimes commerciales, lui interdisant l'industrie à vie, et l'a frappé d'amendes de restitution astronomiques qui ont instantanément vidé ses comptes offshore cachés. Le dernier râle de mort agonisant de leur empire a résonné 18 mois après le mariage. Incapable de fonctionner et se noyant dans les pénalités fédérales. La concession de yachts de luxe autrefois prestigieuse a officiellement déposé le bilan sous le chapitre 7. Le gouvernement fédéral a saisi et liquidé chaque actif restant. Des quais commerciaux au vaste manoir au bord de l'eau. La chute de grâce vertigineuse a frappé ma mère le plus durement. Evelyne, qui avait passé toute sa vie d'adulte en tant que mondaine snob de Miami, méprisant la classe ouvrière, a été forcée de faire face à une nouvelle réalité brutale. Dépouillée de ses abonnements au country club et de sa garde-robe de designer. Elle s'est retrouvée à travailler comme caissière au salaire minimum dans un supermarché de banlieue. Morne, retournant chaque nuit dans un appartement de location exigu et faiblement éclairé. Loin du littoral glamour qu'elle régnait autrefois. Pendant qu'ils se noyaient dans les conséquences dévastatrices de leur propre cupidité toxique. Bradley et moi étions occupés à établir un véritable héritage bâti sur l'intégrité professionnelle absolue. Nous avons déménagé loin vers le nord. Dans la ville côtière historique et pittoresque de Charleston, en Caroline du Sud. Laissant les marécages toxiques et les souvenirs douloureux de Miami derrière nous pour toujours. Combinant son expertise technique d'élite et mon sens opérationnel rigoureux. Nous avons lancé avec succès une entreprise indépendante de conseil et d'expertise maritime. Hautement respectée. Nous avons atteint une véritable indépendance financière et une paix émotionnelle profonde. Appliquant une politique stricte et sans compromis de tolérance zéro avec les personnes perfides que nous avions laissées derrière nous. Nous n'avons jamais fourni d'adresse de réexpédition et nous n'avons jamais répondu aux appels désespérés et manipulateurs de parents éloignés mendiant des aumônes financières en leur nom. Debout sur le pont en bois solide de notre nouvelle maison aux côtés de mon mari. Sentant la brise fraîche et propre de l'Atlantique contre mon visage. J'ai regardé le lever du soleil matinal avec un sentiment de paix intérieure profond et inébranlable. Le poids psychologique angoissant que j'avais porté pendant 29 ans avait complètement disparu. J'ai enfin compris la vérité la plus difficile sur l'établissement de limites, parfois. La personne qui vous blesse le plus n'est pas un ennemi. Ce sont les personnes qui croient que vous pardonnerez toujours. La valeur et la perspective de l'histoire. Ce récit résonne profondément parce qu'il démantèle complètement le mythe sociétal dangereux selon lequel les relations de sang exigent une loyauté inconditionnelle. Même face à des abus psychologiques et financiers graves. La leçon centrale ici concerne la nécessité absolue d'établir des limites personnelles sans compromis. Les publics commentent fréquemment la satisfaction profonde de voir la justice servie non pas par des arguments bruyants et dramatiques, mais par une préparation silencieuse et méticuleuse et par le marteau impartial de la loi. Les spectateurs partagent souvent leurs propres expériences déchirantes d'être le bouc émissaire. Désigné dans une dynamique familiale narcissique, trouvant une immense autonomisation dans le refus de la protagoniste d'être sacrifiée. D'un point de vue personnel, l'histoire illustre brillamment que la véritable autonomisation exige de s'éloigner des environnements toxiques. Elle nous enseigne que s'éloigner n'est pas un acte de reddition. C'est la déclaration ultime du respect de soi. Protéger votre paix et votre avenir vaut toujours le prix douloureux de couper les liens avec ceux qui ne cherchent qu'à vous exploiter.